Vous m'avez reconnu? Vous me reconnaissez? Hernani, Ruy Blas, la légende des siècles, Quasimodo, la bosse dans le dos. C'est moi. Si je suis tombé par terre, c'est la faute à... C'est moi aussi. Enfin, quand je dis c'est moi, c'est pas vraiment moi, hein. Je me suis laissé pousser la barbe pour lui ressembler. C'est frappant, non? Vouloir ressembler à Victor Hugo, il faut être un peu... Ou alors, il faut beaucoup l'aimer. Et moi, cet homme, je l'aime, je l'admire, il me passionne. Sa vie, c'est comme un roman. C'est drôle d'ailleurs comme on s'est rencontrés tous les deux la première fois. C'était chez lui, place des Vosges. Moi, je n'étais jamais entré dans sa maison. Et là, dans le salon, j'ai vu un buste, enfin, une statuette en bronze sur un socle en bois. J'ai regardé, je le trouvais sympa. Je me suis approché et j'ai voulu mettre ma main dans sa barbe, comme ça, vous voyez. Et là, la statue, elle a bougé d'avant en arrière. J'ai eu peur, je me suis reculé, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un signe. Et il me parle ou quoi? Finalement, c'est le plancher qui n'était pas droit. Mais moi, ça m'a bouleversé, hein. Je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite eu envie de savoir qui il était, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait écrit. J'ai été frappé d'ugolite. Souvent, les gens me demandent « Mais pourquoi tu l'aimes comme ça? Qu'est-ce qui te plaît en lui ?» Il faut dire que j'en parle souvent. Ce qui me plaît en lui, c'est sa pensée. C'est un humaniste. Il vit en moi. Ce qui est extraordinaire avec Hugo, c'est qu'il note tout. Mais alors tout dans les moindres détails. Il veut qu'on sache. Un jour, enfant, place de Grève, il était avec sa maman. Il a vu une scène horrible qu'il n'a jamais oubliée. Il y avait une femme qui était là, les épaules nues en sang, elle criait, elle se débattait, enfin. Elle demandait grâce. Et soudain, il voit le bourreau sortir un couteau, mais un énorme couteau de boucher comme ça. Et il cisaille le cou de la malheureuse que la guillotine n'avait pas complètement tranché. Alors la tête tombe, la foule crie, mais Hugo, lui, il pleure. Toute sa vie, il va lutter pour l'abolition de la peine de mort. Ça a été son premier vrai grand combat. L'inviolabilité de la vie humaine est le droit des droits. L'échafaud est un crime permanent. C'est le plus insolent des outrages à la dignité humaine, à la civilisation, au progrès. Ce crime est commis en notre nom. La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Vous tenez à l'exemple, pourquoi? Pour ceux qui l'enseignent. Et que voulez-vous enseigner avec votre exemple? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer? En tuant. À l'Assemblée, pour convaincre ses détracteurs, et ils étaient nombreux, il emploie des arguments absolument incroyables. Il avait été jusqu'à calculer le prix que coûtaient chaque année les bourreaux en France pour en déduire qu'avec cet argent, on aurait pu engager et payer je ne sais pas combien de milliers d'instituteurs. Un jour, à la tribune, personne ne l'écoutait. Alors, il va lever un bras comme ça et désigner un Christ qui est accroché au fond de la salle et il leur dira « Vous voyez, devant cette victime de la peine de mort qui est là, qui nous regarde, qui nous entend, moi, Victor Hugo, je jure devant ce gibet où il y a 2000 ans, la loi humaine a cloué la loi divine, que je me battrai toute ma vie pour l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais n'en doutez pas, vos successeurs l'aboliront. Un jour, j'avais 7 ans, j'étais au Panthéon, je vis passer Napoléon. Ça démarre très fort, non? Ce sont ses 2 premiers vers. Prometteur, hein?
Vers l'âge de 10 ans, il va partir à Madrid avec sa maman et ses 2 frères pour rejoindre son père. Il est militaire, le père, général. C'est l'aide de camp de Joseph Bonaparte. Alors à cette époque-là, l'Espagne est envahie, c'est la guerre civile et pour y aller, il faut 3 mois. Il parle couramment la langue du pays, bien sûr, il l'a apprise pendant le voyage. Et quand il arrive là-bas, on le met dans une classe qui correspond à son âge. En 1 semaine, il en sautera 5 d'un coup. Pépita, sa première petite fiancée. C'est dans le village d'Hernani qu'il l'a rencontrée. Il a tellement aimé ce pays que toute sa vie, il pensera en espagnol, même pour écrire. D'ailleurs, plus tard, on le retrouvera, son petit carnet secret, avec les noms de toutes ses conquêtes, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et puis alors, il est malin, hein, il a tout noté en espagnol pour pas qu'on... Ah, l'Espagne. Et Hernani, quelle pièce de théâtre il en a fait, hein. Écoutez, votre père a fait mourir le mien, je vous hais. Vous avez pris mon titre et mon bien, je vous hais. Nous aimons tous les 2 la même femme, je vous hais, je vous hais. Oui, je te hais dans l'âme. Quel rôle, hein? Je joue bien, non? Je connais presque par cœur. Quand la première représentation a eu lieu à la Comédie Française, c'était extraordinaire parce que tous ses amis étaient là pour l'encourager. C'était la queue devant le théâtre. Il y avait Balzac, Dumas, Gautier, Delacroix. Et puis alors, ils sont des centaines, hein, des peintres, des écrivains, des sculpteurs. Ils sont habillés en 68 arts de l'époque. Ils font tellement peur qu'on les laisse rentrer, hein. Et puis, c'était des assoiffés. Il ne fallait pas leur en promettre. Ils avaient apporté des bouteilles de vin rouge et du saucisson à l'ail pour patienter. Et puis la bande est déchaînée, hein. Ils boivent beaucoup, et puis c'est long. Les toilettes du théâtre n'ouvrent qu'à 8 heures, alors, tout naturellement, ils vont se soulager dans les loges. Si bien que le soir, les femmes du monde pataugent avec leurs petits escarpins dans des flaques douteuses. Scandale. L'organisateur du conflit, c'était Balzac, c'est tout dire. Le tumulte dans la salle était indescriptible. Pratiquement à chaque vers, ils s'insultaient. Ils s'envoyaient des quignons de pain sur la tête, comme ça, vous voyez. C'était la guerre entre les classiques et les nouveaux romantiques. Et tous les soirs, c'était pareil. Un jour, il y a même eu un mort. D'où le surnom de la pièce, la bataille d'Hernani. Mais ce soir-là, dans la salle, il y avait un éditeur, un peu plus malin que les autres. Il s'est approché d'Hugo et, à la fin de chaque acte, il lui a proposé la somme de 1 000 francs en avance sur ses droits d'auteur. Hugo hésite, c'est beaucoup d'argent, il n'a pas un sou, mais malgré ça, il refuse. Il était intrigué de cette offre parce que la pièce faisait un tel vacarme qu'on n'avait jamais vu ça. Alors, au 4e acte, l'éditeur n'y tient plus, il revient voir Hugo avec une valise qui contient la somme de 5 000 francs. Hugo regarde, il réfléchit. Bon, enfin, il réfléchit pas longtemps, hein, il referme la valise et il accepte. L'éditeur est surpris, il lui dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas attendu la fin du 5e acte? J'aurais pu vous en offrir plus. » « Ah non, 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 non. J'ai eu trop peur que vous ne changiez d'avis avant le dénouement. » Il a un sens aigu des affaires. D'ailleurs, il ne touchera jamais à son capital. Toute sa vie, il vivra sur les intérêts de ses placements. Voilà. La bataille d'Hernani. Sur son cahier d'écolier, il avait écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Ce sera Chateaubriand. D'ailleurs, ils vont même se rencontrer tous les 2. Oui, parce que le grand homme voulait absolument féliciter ce jeune poète à qui l'Académie française venait de décerner un prix. Il s'en souviendra de cette rencontre. Il l'avait reçu chez lui, nu comme un verre, en train de se laver, et puis, le plus naturellement du monde, il lui avait dit « Je m'en vais, vous arrivez, enfant sublime ». Du Chateaubriand, quoi. Bon, la suite, on la connaît. Hein. C'est de la haute voltige, c'est du Janson, c'est du Prévert. Ça ronronne comme du Audiard, c'est subtil comme du Guitry et dialogué comme du Blondin.
Messieurs, vous êtes en haut, c'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez le pouvoir, l'opulence, la joie, le soleil immobile à votre zénith, l'autorité sans borne, la jouissance sans partage, l'immense oubli des autres. Soit. Mais il y a en dessous de vous, en bas, je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe. Je suis celui qui vient des profondeurs, je suis l'avocat des désespérés, je plaide des causes perdues, je ne suis qu'une voix. Le genre humain est une bouche et j'en suis le cri. Oui, le peuple est un silence. Je serai l'immense avocat de ce silence. Je parlerai pour les muets, je parlerai des petits aux grands et des faibles aux puissants. C'est là le but de mon sort. Dieu veut ce qu'il veut et il le fait. J'ai une mission. Je parlerai pour les taciturnes désespérés. Je traduirai les bégaiements, les grondements, les hurlements, les murmures, les rumeurs des foules, les plaintes mal prononcées, les voix inintelligibles et tous ces cris de bêtes qu'à force d'ignorance et de souffrance on fait pousser aux hommes. Le bruit des hommes est inarticulé, comme le bruit du vent. Ils crient, mais on ne les comprend pas. Crier ainsi équivaut à se taire, et se taire est leur désarmement forcé qui réclame le secours. Moi, je serai le secours. Moi, je serai la dénonciation. Je serai le verbe du peuple. Grâce à moi, on comprendra. Je serai la bouche sanglante dont le bâillon est arraché, je dirai tout. Ce sera grand. Bon, ça a été très très grand, hein. Lumineux, ça vient du ciel, ça coule en lui. Il écrira 111 000 vers de poésie, 10 pièces de théâtre, des romans incroyables. À 35 ans, il est officier de la Légion d'honneur. À 39, académicien. Et à 43, le roi le fait pair de France. Tout est précoce chez lui. D'ailleurs, à 15 ans, il est déjà amoureux, secrètement fiancé. Elle s'appelle Adèle Fouché. Voyant à quel point ils sont inséparables, les parents de la jeune fille vont aller voir la maman d'Hugo pour essayer de réaliser le mariage. Ils s'entendront dire « Votre fille, mariée à Victor ?» Enfin, vous n'y pensez pas. Elle est tout juste bonne à faire de la couture. Mon fils est un génie. Le plus grand ennui, c'est d'exister sans vivre. Ça peut vous faire sourire, mais Hugo s'est marié vierge. Vous ne saviez pas ça, hein? Et pourtant, c'est vrai. On sait parce qu'on sait tout sur lui. Enfin, presque. Sur son journal intime, à la page Nuit de noces, vous savez ce qu'il a écrit ? 9 fois. 9 fois. C'est beaucoup, non? Pour un débutant. Madame Hugo se lasse. Déjà qu'elle est plus admirative du génie que du reste, elle lui dira, hein, « Reprenez votre vie de garçon, cher ami. Reprenez votre liberté. » Elle va même lui imposer de faire chambre à part. Enfin, tout le monde le sait. Hugo est insomniaque. Ils auront quand même 5 enfants. Tous les matins. Charles-Augustin Sainte-Beuve, son meilleur ami, le plus grand critique littéraire du XIXe siècle, avait pris l'habitude de venir le voir. Ils étaient devenus inséparables, comme frères. Mais pour finir Notre-Dame de Paris, Hugo, il s'enfermait. Il se coupait du monde. Il voulait voir personne. On lui montait ses repas. Mais l'autre, il revient tous les matins. Petit à petit, de confidence en confidence, le drame arrive. Charles-Augustin réussit à séduire Madame Hugo. Il ira l'avouer lui-même, il ne peut pas le garder pour lui. La scène est marrante. Il lui dira une première fois
Vous savez, Victor, j'aime votre femme. Comment ça? Mais mon cher Charles, mais je ne vous en veux pas. Tout le monde l'aime, ma femme. Alors, voyant qu'il n'avait pas bien compris, il lui a réexpliqué une deuxième fois, plus en détail. Et là, entre deux répliques d'Esmeralda et de Quasimodo, il a pris un coup de poing dans la figure. Le critique littéraire a dévalé l'escalier. Il y avait comme une brisure entre eux deux. Charles Augustin, tu m'as trahi, je t'avais donné ma confiance. Toi qui t'installes dans mon lit, tu n'es dans cette déchéance qu'une ombre, rien qu'une ombre. Bien sûr, je suis petit et gros. Je sais qu'on m'appelle Sainte Bave et que je n'ai rien à Hugo. C'est toi le maître et moi l'esclave qui tombe dans les bras de l'oubli. Avec un ami comme toi, je n'ai plus besoin d'ennemis. Je te vois pour la dernière fois, hors de ma vue, hors de ma vie. Avec un ami comme toi, on joue dans la cour des petits. Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi. Sainte Bave, oui, tu m'as trahi. Il a tellement de succès à cette époque-là, il est tellement connu que lorsqu'il assiste à la représentation de l'une de ses pièces, le public est déchaîné. Ils l'attendent dehors. Ils détellent les chevaux, ils prennent sa calèche à dos d'homme comme ça, et ils le transportent du théâtre de la Porte Saint-Martin jusque chez lui, place des Vosges, en chantant. Lui, ça le touche, mais ce dont il rêve, ce qu'il veut faire, lui, c'est de la politique, en homme libre, à sa manière. Il est un peu anarchiste, Hugo. Alors, il va se faire élire député, et à l'Assemblée, il va les rendre fous. Il passera successivement du banc des royalistes à celui des centristes, pour finir chez les socialistes. En un mot, il va faire un tour à 180 degrés dans l'hémicycle.